FIM FM, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Dr Ousmane Kaba. Bonjour. Très heureux de vous recevoir de nouveau dans ce studio. Je disais tantôt, peut-être le prochain président de la Guinée. Et ça vous a fait tilt. Ben écoutez, c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est tout. Oui. Vous y croyez? Mais absolument. D'abord, je voudrais, avant qu'on aille plus loin, m'associer effectivement à ce qui est arrivé en Guinée. C'est malheureux pour le destin de cette jeune femme. Et en même temps, ça me donne de l'espoir. Ça veut dire que les Guinéens ont gardé cette grande capacité d'indignation. Ouais. C'est une excellente chose parce que nous devons être tous sensibles à ce qui se passe et justement nous battre contre l'impunité généralisée dans notre pays. Vous savez, cette impunité a plusieurs facettes. Ouais. Voilà. Et ensuite, merci de votre invitation parce que je n'étais pas venu depuis le changement. Oui, effectivement, ouais, effectivement. Et notre dernière émission, c'était la lutte pour le prix du carburant dans ce studio. Tout à fait. Bien, alors forcément, avant d'aller à la pause, parce que c'était pour en 4 minutes pour planter le décor. Comment vous avez vécu ce coup de force qui a renversé Alpha Condé? Est-ce que vous avez vu les choses venir à cause du contexte de crispation qui était celui dans lequel est survenu ce coup de force? Ben, évidemment, nous avions, en tant que membres très actifs de l'opposition, nous n'avons pas partagé ces dernières orientations du professeur Alpha Condé et nous avons participé à la lutte du FNDC pour éviter justement que nous soyons dans ce blocage. Mais malheureusement, c'est arrivé et je pense que c'est tant mieux pour le pays. C'est tant mieux pour le pays. Absolument. Tant mieux, oui. Juste une question, on a le même sillage. Est-ce que, parce que vous l'avez dit, vous étiez là, la dernière émission qu'on a faite avec vous, c'était lié à l'augmentation du prix du carburant que vous avez décrié. Ouais. Ça en est suivi l'adoption de cette loi des finances aussi décriée, qui ont suscité des levées de boucliers. Est-ce que ces deux éléments ont davantage... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en quelque sorte, et qui expliquerait justement le coût? Bon, pas totalement, mais ça a augmenté l'anxiété de la Guinée, les difficultés des Guinéens, et ça a créé un climat qui était propice. Mais ceci dit, personne n'est prophète, personne n'avait vu le coup venir à cet instant précis, et voilà. Sauf que les mauvaises décisions se sont enchaînées. Bien sûr, vers nous la fin, étions dans un si, contexte de mauvaise gouvernance où malheureusement le professeur Alpha Condé ne contrôlait plus rien. Était-ce dû à l'âge, était-ce dû à d'autres éléments, mais il avait un entourage terrible qui le manipulait comme il le souhaitait, qui le faisait prendre n'importe quelle décision. Des décisions économiques qui étaient erronées, comme l'augmentation du prix du carburant à l'époque, il disait on subventionnait alors que c'était faux. En dépit de toutes les évidences, c'est extraordinaire ce que le pouvoir peut faire à quelqu'un qui était aussi engagé pour la liberté de l'Afrique que le professeur Alpha Condé. Ah oui. Alpha Condé, une triste fin, un gâchis pour la Guinée et pour l'Afrique? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est un gâchis pour lui-même, pour ce pays et pour toute l'Afrique. Parce que n'oublions pas, c'était quand même l'une des grandes voies du continent. C'est dommage. Et ces images qui ont circulé, ces images de l'homme, le jour de sa capture, est-ce que ce sont des images qui vous ont choqué ou bien vous vous êtes dit ce sont des choses qui arrivent à des gens qui s'entêtent et qui donc restent sourds à tous les appels et à tous les cris de leur peuple? Vous savez, moi j'ai des sentiments contradictoires. Peut-être c'est dû à ma nature humaine. D'un côté, on est très content que ce pays ait un peu plus de liberté. De l'autre côté, c'est quand même un grand frère et un collaborateur. On a les sentiments humains. Et je pense que personne ne peut se réjouir de la déchéance d'une personne. Et surtout lorsque cette personne est le président de la République de Guinée, je crois que ça fait mal à nous tous. Vous pensez peut-être que, oui, renverser Alpha Condé, mais les auteurs du coup devaient nous priver d'un tel spectacle? C'est un peu cela? Non, c'est pas un spectacle. Non, c'était quand même un spectacle un tout petit peu avilissant pour l'homme et pour l'image de notre pays aussi. Bien sûr, mais je pense que dans le contexte, il faut le replacer. C'était pour mettre fin à la résistance et à la guerre. Peut-être cela nous a évité des dizaines de morts supplémentaires.
Hein, voilà. Donc c'était juste une pour preuve dire- une preuve de vie du président, ou c'était pour dire vous qui voulez résister, désarmez parce que on l'a capturé. Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste militaire, mais je pense que c'est votre deuxième version qui me semble être la plus correcte. Bien. Alors, on estime donc qu'on vous a mis de l'eau à la bouche. C'est parti, donc c'est engagé pour cette interview. Nous marquons une transition info de 2 minutes et puis on revient pour la poursuivre. La parole est forcément directe avec lui, donc nous poursuivons cette interview avec Dr Ousmane Kaba, avec vous, Mamadou Rijalo. Je crois qu'on va Allez, sur le parler CNT. Absolument. du CNRD. Il a évidemment parlé des circonstances. Vous avez réagi aux circonstances de la chute d'Alpha. Maintenant, le départ du CNRD, la premiers actes ligne qu'a prise le colonel. Est-ce que cela vous a rassuré dès les premiers jours de ce coup d'État, avant qu'on ne parle effectivement de la transition en tant que telle? Absolument. Moi j'ai été rassuré par d'abord le sens de la justice d'un militaire, notamment le président Doumbouya, qui dès l'entame de son mandat a mis sous le sceau de la justice. Je crois que la Guinée en avait besoin. Ouais. En même temps, ça nous a rassurés parce que beaucoup de coups d'État se passent dans une tension extrême de violence. La Guinée a été épargnée. Je crois qu'il faut mesurer à sa juste valeur cette atmosphère d'apaisement qui a suivi le changement. Ouais. Comment expliquez-vous cette atmosphère? Vous avez séjourné du côté de la Haute-Guinée après le coup d'État, dont on dit que c'est le bastion du RPG, du professeur Alpha Condé. Et certains ont été surpris qu'il y ait même des manifestations en faveur de ce coup d'État du côté de Kankan, par exemple. Ben, moi, je ne suis pas du tout... Cela surpris, traduit quoi? Parce que moi, je suis un acteur sur le terrain. Il y a très longtemps que la Haute-Guinée avait déjà changé vis-à-vis du professeur Alpha Condé. Oui. Les élections de 2020, à titre indicatif, la réception que moi, personnellement, j'ai eue à Kankan, personne n'a jamais une réception comme ça. Même pas au meilleur moment de RPG Arc-en-Ciel. Ça montrait simplement le changement de mentalité de la position de la Haute-Guinée, parce qu'il faut reconnaître que pendant les 11 années, ni la forêt, ni la Haute-Guinée n'ont connu aucun investissement massif. Nous avons eu beaucoup de divergences. Alors, on pourrait dire alors, toute la Guinée, parce que si vous citez déjà la Haute-Guinée, la Guinée forestière, que dirait-on de la Moindre Guinée? Non, éventuellement, c'est la même chose. Mais complètement oublié. Oui, mais simplement, au moins, il y a eu un progrès dans le domaine de l'électricité, de l'électrification en Guinée. Le professeur Alpha Condé, il faut le reconnaître, il y a eu de gros barrages. Mais simplement, ni la forêt, ni la Haute-Guinée n'ont été touchés par ces investissements. C'est ce que nous avons dénoncé à l'époque. Mais nous n'avions pas été compris, parce qu'il faut quand même un développement équilibré. Il y a de gros chantiers dans ce pays. Malheureusement, nous n'avons pas eu 100 km de goudron nulle part en Guinée. Ouais. Et le problème de route se pose partout en Guinée. Mais ça, c'est le bilan de ce qui a été fait, et d'une manière objective. Ça ne veut pas dire que tout a été mauvais, mais quand même, globalement, sur le plan économique, l'espoir n'était pas, les réalisations n'étaient pas au rendez-vous comme les Guinéens l'espéraient. Bien. C'est la raison pour laquelle, oui. en Haute-Guinée, en forêt, il n'y a pas eu de débordement pour attaquer le changement. Au contraire, les gens étaient très soulagés, il faut le savoir. Il y avait une grande propagande gouvernementale, mais la Haute-Guinée s'était déjà détournée il y a longtemps du professeur Alpha Condé. Bien. Allez-y. Alors, docteur, il y a 2 ans en arrière, c'était une guerre de leadership entre vous, le professeur Alpha Condé et Lansana Kouyaté. Vu que le professeur Alpha Condé n'est plus aux affaires, est-ce qu'on pourrait dire que la Haute-Guinée est désormais acquise à votre cause, le PADES? Je crois que c'est trop dire. Moi, je suis sur le terrain. Ce n'était pas du tout contre le professeur Alpha Condé. C'était pour la meilleure gouvernance de ce pays. Et parlant de la Haute-Guinée, le désintérêt des autorités pour les investissements dans cette zone m'a beaucoup préoccupé, parce que j'ai été député quand même, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Voilà. Guerre de leadership, moi je ne crois pas. Aujourd'hui, nous allons assister à une recomposition politique, c'est évident. Aujourd'hui, le terrain vous est favorable? Je parle de la Haute-Guinée. Pas seulement de la Haute-Guinée, de toute la Guinée.
Vous savez, Docteur, moi, absolument. de toute la Guinée. Absolument. Vous Moi, parlez- je pense qu'en le disant, vous ne pensez pas à la moindre Guinée quand même, qui est le fief ou la forteresse imprégnable de quelqu'un quand même. D'accord, mais je ne sais pas si vous avez regardé les résultats des dernières élections avec attention. Si vous avez écouté avec attention, vous verrez que le PADES est installé dans tous les coins et recoins de toute la Guinée. Hein? Moi, je n'ai pas de zone de prédilection dans ce pays. Je fais des efforts, aussi bien au Fouta, en forêt qu'en Basse-Côte ici, que ce soit dans le Bagataï ou que ce soit dans les sous-préfectures des Erekoré, que ce soit à Mali ou que à ce soit Gawal. à Koundara ou le PADES. Oui, absolument. Ah bien. Ah oui, Absolument. Bon, Ah, j'ai Laissons des- l'histoire. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas, honnêtement. Moi, je suis un vrai Guinéen. Bien, Vous le verrez. et on a appris récemment, est-ce que vous confirmez cette information que vous avez été investi comme le prochain seul et unique candidat par des sages de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée? Les Sotikemon notamment, la notabilité de ces deux régions à l'occasion d'une réunion du côté de Cancan. Je crois que oui, il y avait une volonté affirmée d'unité autour d'un leader qui est mieux implanté dans le pays. Il se trouve que c'est le PADES qui est le mieux implanté dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Je pense que c'est tout à fait normal. Bien, on va progresser dans cette émission. Un regard sur le gouvernement et sur cette retraite qu'il vient d'organiser à Kalia. On les a vus en tenue militaire. Par la suite, ils sont allés à Kindia où ils ont dû se concentrer sur l'essentiel pour établir un plan d'action qui devrait servir de guide pour cette transition. Oui, je vous ai entendu tout à l'heure beaucoup de sarcasme sur cette réunion de Kalia. Ouais. Et je dois dire que je ne partage pas du tout votre position. Allez. Parce que je trouve que c'est toujours une bonne chose qu'un gouvernement se réunisse en dehors de la capitale, dans le cadre d'une retraite. Souvenez-vous, il y a déjà très longtemps, dans notre gouvernement de 96 avec Sidia Touré, nous avions inauguré cette fameuse retraite de Dalaba qui a servi à l'époque à ce que moi-même j'expose la Guinée Vision 2010. Et ensuite, tous les gouvernements le font. Et c'est tout à fait normal que ce gouvernement aussi se retrouve pour réfléchir sur ce plan d'action, justement, le plan d'action de la transition. D'abord, ça permet à l'équipe de se connaître mieux, d'échanger et de revoir au niveau de chaque département quelles sont les possibilités, quelles sont les actions qui sont dans le programme. Et ensuite d'harmoniser ces programmes. Dans un deuxième temps, il va falloir confronter cela avec les possibilités de financement pour voir la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Là, c'est une contrainte majeure en toute période de transition et j'attire là-dessus, nous aurons le temps de revenir. Il n'y a jamais beaucoup d'argent pendant une transition. Parce que très souvent, les pays sont sous sanction et les bailleurs de fonds sont dans une position attentiste. Il faut prendre conscience de cela dès maintenant et travailler dans ce sens. L'histoire de tenue militaire, je pense que c'est simplement de la symbolique. Pour nous rappeler que c'est une transition. Une transition, c'est une période d'exception. Et qui n'a pas pour vocation, comme on le dit, de faire le développement économique d'un pays parce que c'est à court et moyen terme. Voilà. Docteur, certains ont parlé d'une overdose de symbolique parce que faire une retraite dans un camp militaire, c'est déjà en soi suffisamment symbolique, mais de là à mettre tout le monde en tenue militaire, pour beaucoup c'était exagéré, docteur. Pour certains. Oui, d'accord. Beaucoup pour certains. Bien, allez-y, docteur. Mais c'est son avis à lui. Non, depuis hier, Mouri nous empêche d'avoir des avis dans ce studio. Bien, allez, donc on poursuit l'émission avec vous, Cabinet Fofana. Docteur, on a vu, vous avez sûrement vu aussi le bras de fer entre la CEDEAO et le CNRD. Bras de fer qui se dessine. Qui se dessine, déjà des sanctions qui ont été décidées à la dernière assemblée, celle du 16 septembre, et qui ont été renouvelées le 7 novembre. Qu'est-ce que vous pensez spécifiquement du cas Alpha Condé? Selon vous, que devrait être son sort? Non, je pense que vous avez deux questions différentes, même si elles sont liées. Le problème de la CEDEAO, j'ai partagé et j'ai compris beaucoup de Guinéens qui étaient très fâchés contre la CEDEAO lorsqu'il y a eu le coup d'État, parce que pendant la lutte, lorsque le professeur Alpha Condé a malheureusement voulu imposer son 3e mandat, nous nous sommes battus dans le cadre du FNDC et je rappelle que je faisais même partie du voyage à Abuja
pour porter plainte. Malheureusement, la CEDEAO ne nous a pas écoutés. Oui. Et est arrivé ce qui arriva. Maintenant, la CEDEAO est venue pour mettre un peu d'ordre dans la transition. Bien que nous soyons fâchés, je dis aux Guinéens que c'est son rôle. C'est le rôle de la CEDEAO d'aider à ce que la transition se passe dans de très bonnes conditions, qu'elle soit ordonnée et qu'elle prenne fin. Voilà. Maintenant, il y a des sanctions. Ce sont des sanctions de principe au départ, en réalité. Mais c'est de l'ordre du classique. Voilà, nous devons travailler, nous, membres de la classe politique, pour aider les jeunes militaires, l'équipe dirigeante. Nous devons tous les encadrer pour qu'il n'y ait pas de rupture et que les relations avec la CEDEAO soient des relations apaisées. Le mieux que l'on puisse faire dans un contexte comme celui-là. Ah ouais, mais sauf qu'à l'allure des choses, c'est un bras de fer qui se dessine. Non, je pense que parce qu'il y a eu cette lettre que le colonel a adressée au président en exercice de la CEDEAO, récusant systématiquement l'idée même d'un envoi spécial. Non, lettre qui a quand même été motivée par le fait qu'il a estimé que nous ne sommes pas dans une transition. Nous ne sommes pas dans une crise. Dans une crise profonde comme au Mali. Nous sommes dans une transition comme au Mali, mais là-bas, le problème est beaucoup plus grave qu'en Guinée, parce que je rappelle que c'est un pays qui est en train de se désintégrer avec le djihadisme, avec toutes les puissances étrangères et toutes les armées qui sont sur le sol malien. Donc la Guinée, la transition guinéenne n'a pas besoin d'un envoi spécial? La Guinée n'est pas dans ce cas. Et il faut savoir que la CEDEAO est déjà représentée ici, non seulement par l'envoyé spécial, mais aussi par les ambassadeurs des pays. Donc les canaux de transmission ne sont pas à couper. Je pense que nous devons aider les militaires à apaiser ces relations, à avoir de bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer les sanctions de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, comme on le dit, c'est la porte d'entrée de la communauté internationale. Ce que nous disons dans notre jargon, le principe de la subsidiarité, il faut simplifier, ça veut dire que toutes les décisions prises, les sanctions de la CEDEAO sont endossées par l'Union africaine. Et ces sanctions sont endossées par l'Union européenne et par les États-Unis. Bref, par l'ensemble de la communauté internationale. Il y a des choses qui ne trompent pas. Les sanctions qui doivent venir, par exemple, simplement, je vous donne un exemple terre à terre. Supposons que la CEDEAO, nous ne le souhaitons pas, battons-nous pour que cela n'arrive pas, disent, bon, on va interdire le SWIFT en Guinée. Qu'est-ce que c'est? SWIFT, les transferts. Ça veut dire simplement les transferts d'argent entre la Guinée et l'extérieur par le système bancaire. Si cela arrivait, les gens pensent que ça n'aura pas d'impact, mais si, parce que ça va nous empêcher à terme d'importer et d'exporter. Ce qui étouffe l'Iran d'ailleurs. Absolument. Parce que vous savez, ce sont les flux réels qui rentrent et qui sortent. Mais en contrepartie, vous avez les flux financiers en sens inverse. Donc s'il y a des empêchements... Même les investissements financiers. Mais bien sûr. Tout le monde sera impacté. S'il y a des empêchements dans les flux financiers, à terme, les flux réels vont s'arrêter. Et voilà ce qui se passe. Donc il faut faire très attention. Je crois que nous devons tous aider la nouvelle équipe dirigeante. Nous, la classe politique, c'est d'ailleurs notre travail. Nous devons travailler à l'apaisement de ces relations entre la CEDEAO. En quoi faisant, docteur? Concrètement, parce que vous parlez d'efforts pour apaiser, alors qu'on sait bien que les relations à date restent tendues. Le colonel rejette l'idée d'un envoi spécial. 2, il ne veut pas céder sur le cas Alpha Condé, etc. Troisièmement, il y a la question de la durée de la transition. Donc, autant d'ingrédients qui sont constitutifs quand même de relations qui ne s'apprêtent pas à être apaisées. Et il y a à l'horizon, il y a cette réunion du 12 décembre qui pourrait donc déboucher sur des sanctions que tout le monde craint, des sanctions économiques contre la Guinée. Et individuelles. Absolument, mais lorsque je dis que nous devons travailler ensemble pour apaiser ces relations, nous, membres de la classe politique, nous pouvons d'abord agir comme conseillers des jeunes qui sont pour la plupart qui sont des militaires. Nous devons les conseiller, voilà les voies qui sont à suivre. Tirer ça de notre expérience. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Deuxièmement, nous avons tous des relations personnelles avec les dirigeants de la sous-région et au niveau de la CEDEAO. Personnellement, le président de la CEDEAO, Kassir Brou, la commission, oui, est un ami de longue date à Washington. Déjà, nous étions tous de jeunes économistes et nous étions l'équipe de Ouattara dans les années 80. Donc, nous avons des possibilités d'aider notre pays
d'aider notre équipe dirigeante et c'est ce que nous devrons faire. Voilà. Mais pour cela, il faut que vous ayez la possibilité de parler au colonel. Est-ce que personnellement vous l'avez rencontré et vous avez attiré son attention sur un certain nombre de points? Vous avez tellement raison que j'ai été l'un des premiers à demander qu'il y ait une structure de communication entre l'ensemble de la classe politique et le CNRD. Ouais. Parce que c'est important qu'on se parle, que les acteurs de la classe politique puissent parler avec l'équipe dirigeante, qu'ils échangent les expériences, qu'ils échangent les inquiétudes des uns et des autres. Ça nous permet d'améliorer la marche de la transition. Hein? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas jusqu'à date. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va venir très bientôt. C'était d'ailleurs l'une des raisons de la création des plateformes de l'intercoalition entre les différents partis politiques. Vous savez, nous avons été parmi ceux qui ont initié cela. Avec Mamadou Sylla, avec moi-même, avec le président Sidia et le président Selou, nous avons tous fait des efforts pour qu'on puisse se rencontrer dans le cadre de ces intercoalitions. Et donc, Doré n'y était pas impliqué? Doré a été impliqué récemment lorsque moi-même je suis parti en voyage en tant que vice-président de la COPED qui avait aussi l'initiative. Ouais. Et c'est vraiment le lieu de rendre hommage à mon homonyme Dr Ousmane Doré. Ouais. C'est un travail extrêmement difficile dans le marigot des politiciens guinéens d'arriver à faire asseoir tout le monde sur un terrain neutre parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et Dr Ousmane Doré a fait un travail remarquable. Ouais, ouais. Je crois qu'il faut le reconnaître. Avec la foi du charbonnier, parce que c'est pas évident. Il faut le rendre hommage. Et nous avons abouti à ce que nous avons abouti. Même s'il y a encore quelques frondes, mais il a pu faire l'essentiel du travail. Bien, on parle asseoir la classe politique autour de la table. Allez-y, Akumba. Docteur, moi j'aimerais qu'on aille sur votre domaine. C'est l'élève qui parle au maître, mais le maître n'est pas responsable des erreurs de l'élève. Le domaine financier, économique et financier, il y a eu gel de comptes. Lors du dégel, nous avons eu une information d'une source officielle qui nous a fait savoir qu'en quelques semaines, au niveau de la Banque centrale, il y a eu une sortie de 160 milliards de francs guinéens au minimum. Et puis l'État guinéen s'est un peu désendetté à hauteur de 1000 milliards auprès du... le Trésor public s'est désendetté auprès de la Banque centrale, auprès de 1000 milliards de francs guinéens, ce qui est un peu une réussite. Mais docteur, j'ai souvent dans ma tête qu'on peut réunir des fonds, des ressources internes, désendetter la Guinée et investir pour le développement. En quoi faisant? Je donne une petite image et après vous allez me donner votre lecture. C'est cette image-là que j'ai conçue ici dans la salle. J'avais appelé cette société-là Carfa Moria, mais j'ai peur de vous frustrer. Bien. Je vais l'appeler Dabola. Alors, cette société Dabola, c'est la société Dabola Holding. Elle crée en Guinée la société Dabola Mining Guinée. Mais elle crée au même moment la société Dabola Financial et la société Dabola Commodities. Et la société Dabola Mining Guinée s'endette auprès de la société Dabola Financing. Elle produit, elle vend à la société Dabola Commodities. Voyez là la relation qui est un cercle vicieux qui tourne entre simplement Dabola Holding. Alors, quand Dabola Guinea Mining emprunte de l'argent auprès de Dabola Financier, il y a les frais financiers, il y a, si vous voulez, c'est des prix exorbitants. Quand Dabola produit, c'est cette société qui est implantée en Guinée, elle procède à des transferts captifs, donc des prix minorés, de sorte que l'assiette fiscale est très petite. Je voudrais avoir maintenant votre lecture. Je voulais dire au colonel Doumbouya de ne toucher, de n'annuler ni une convention ni un permis, mais de procéder à deux types d'audits. Premièrement, un audit des transactions commerciales des entreprises installées en Guinée pour dénicher ce type de cercle vicieux. Deuxièmement, procéder à un audit des obligations contractuelles et légales. Et j'ai même parfois le rêve, sinon la folie de croire, qu'en faisant ces deux types d'audits-là, il pourrait mobiliser des fonds au niveau interne parce que forcément il y aura des entreprises défaillantes et qui seraient prêtes à réparer le préjudice, qu'il pourrait désendetter la Guinée tant au niveau national qu'au niveau international et procéder à des investissements. Quelle est votre lecture d'un tel rêve? Écoutez, c'est pas un rêve. D'abord, je vous félicite
Mais je pense que très peu de gens ont compris ce que vous avez voulu dire. Ouais. Ce que vous avez dit, c'est correct, mais je vais essayer de simplifier. Comme je suis un enseignant. Le simplificateur. Voilà. D'abord, allons étape par étape. Première chose, vous avez parlé de l'argent qui est sorti, 160 milliards. Je n'en ai aucune idée. Si c'est le cas, il faut tout de suite sanctionner. C'est mon point de vue là-dessus. Deuxièmement, vous avez parlé du désendettement de l'État. À hauteur de 1000 milliards. Oui, c'est juste ce que j'appelle un désendettement mécanique. C'est-à-dire que vous avez des rentrées d'argent, on a gelé les dépenses pour un moment pendant la période d'exception. Lorsqu'on gèle les dépenses pendant la période d'exception, il y a le flux financier. C'est pas une performance. Non, incroyable. Ce n'est pas le résultat d'une politique. C'est juste mécanique, je dirais. Hein? Donc les gens... Voilà, c'est juste mécanique. Il y a politique lorsqu'il y a des mesures délibérées qui produisent des effets attendus. Ouais. Ce n'est pas le cas, c'est simplement mécanique. Lorsqu'on suspend les dépenses pendant la période d'exception, alors qu'il y a certaines recettes, la position s'améliore. Ce n'est pas très très important. Par contre, il a parlé de quelque chose. Ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle en économie les prix de transfert. C'est assez compliqué. Les prix de transfert. Les prix de transfert. Je vais vous dire ceci. Supposons que la même entreprise fasse de la bauxite et de l'alumine et de l'aluminium, ce qui est très proche de la réalité. Elle va prendre la bauxite, elle va vendre la bauxite à son usine qui fait de l'alumine, et l'usine d'alumine va vendre l'alumine à l'usine du même groupe qui fait l'aluminium. Donc ça dépend des positions. D'accord? Si il y a des prix entre différentes entités du même groupe, ces prix peuvent être volontairement minorés ou majorés selon les bénéfices de l'acteur. C'est ça que ça signifie. Par exemple, l'entreprise qui est là, lorsque CBG, si CBG ne veut pas payer beaucoup d'impôts pour simplifier, CBG a tendance à augmenter le prix de ses achats. Donc ça va diminuer les bénéfices de CBG. Bien, okay? On va prolonger. Donc, si vous permettez, si CBG docteur. achète à une filiale, CBG va surfacturer ses achats. À cause de cela, les entreprises minières qui sont très souvent intégrées, aucun État n'arrive à réellement connaître le bénéfice d'une entreprise minière à cause de ces surfacturations et de ces sous-facturations et ces interactions internes dans le cadre d'un groupe. Ouais. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années déjà, moi j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de taxer une entreprise minière au niveau des bénéfices. Il faut taxer la marchandise qui sort, le produit. Prends une taxe sur ça, une taxe conséquente, et laisse tomber ces histoires de taxes sur le bénéfice parce que personne ne comprendra le bénéfice des grandes entreprises intégrées. Très bien, docteur. Ni ici, ni dans les pays développés. Bien. Docteur, on est obligé de marquer une courte pause de nouveau. Et on revient pour continuer cette interview. Donc, on rentre dans sa dimension économique. Bien, nous poursuivons cette interview avec vous, docteur. Vous étiez en train, avant la pause, de répondre à une question de Akoumba Diallo. Oui, c'était sur les prix de transfert. Ouais. C'est lorsque simplement une entreprise exagère ses coûts de produits qu'elle achète et réduit le prix de ses ventes. Voilà, ça permet de réduire son bénéfice. C'est pourquoi les entreprises minières sont très friandes de ça. Elles vont augmenter ses factures de tout ce qu'elles achètent. Elles vont réduire le prix de tout ce qu'elles vendent. Donc ça permet de réduire le bénéfice. Mais quand elle achète ses produits chez des entreprises parentes, elle vend sa production chez une autre entreprise parente, ça donne le conglomérat qu'il a essayé de décrire et il a raison. C'est ça ce qu'on appelle... Il y a donc un travail à faire à ce niveau Absolument, dans le cadre de la transition pour capter plus de ressources. Non, je crains que la transition ne puisse rien à ça. Même les grandes puissances n'arrivent pas à dominer ce genre de pratiques dans les multinationales. Je pense qu'il a parlé d'obligations contractuelles.
ce qui nous fait rentrer de plein pied dans le truc des audits. Effectivement, Vous ouais. avez une question Effectivement, là-dessus. oui, oui. Comment, parce que le président de la transition, il a annoncé, il a dit récemment dans une interview à des médias locaux que tous ceux qui ont qui ont eu des responsabilités devront rendre compte. Il a annoncé la mise en place d'un organe de gestion, de moralisation de la gestion publique en Guinée. Pour vous, comment on peut appréhender cette question de l'audit de la gestion du régime d'Alpha Condé? Écoutez, pour que tout le monde comprenne, Oui. on va dire en 2 mots pourquoi il faut faire les audits. Pourquoi? Vous savez, tout le monde parle du paradoxe guinéen. Un pays qui est très riche sur le plan minier, mais qui est très pauvre. Je rappelle qu'on fait partie, d'après l'indice de la pauvreté, l'indice du développement humain, on fait partie des 12 pays les plus pauvres de la planète Terre. La Guinée fait partie des 12 pays les plus pauvres de la planète Terre. C'est important parce que souvent les gens ne savent pas jusqu'où nous sommes dans le rang de la pauvreté dans le monde. Ouais. Mais en même temps, la Guinée est un pays riche. On parle de scandale géologique. Les grandes réserves de fer, nous les avons. Les plus grandes réserves de bauxite, nous les avons. Nous avons beaucoup d'or, de diamants. Pourtant, on est encore parmi les 12 pays les plus pauvres de la planète Terre. Ouais. Pourquoi? Ouais. Pour simplifier, il y a le poids de l'histoire, on ne revient pas là-dessus. Il y a la mauvaise gouvernance, c'est tout simple. Et dans ce credo de mauvaise gouvernance, la corruption est responsable pour beaucoup. Pour beaucoup. La corruption explique le grand retard de ce pays pendant les dernières années. Vous comprenez? Oui. Alors, donc, pourquoi il faut faire Les audits. les audits? C'est pour mettre fin à l'impunité financière. Tout comme on doit mettre fin à l'impunité tout court dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement au niveau des finances. On a vu ce matin avec la mort de cette pauvre femme. C'est l'impunité généralisée qui fait ça. Hein? Oui. Donc c'est dans tous les domaines de la vie, y compris dans le domaine financier. Voilà pourquoi il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, la Guinée n'a absolument aucune chance. Les gens croient que c'est une option. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je l'ai dit. Non, je vais y revenir. Je l'ai dit, rappelez-vous, il y a 10 ans, lorsque nous avons dirigé le comité d'audit à l'époque du président Dadis, le président Dadis, le CAS, j'avais prévenu que si on ne prend pas des sanctions contre les délinquants financiers, la corruption que l'on a eue sous la Deuxième République va être multipliée par 10 sous la Troisième République. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé. Les 10 années du professeur Alpha Condé, la corruption a atteint une échelle jamais égalée. C'est 10 fois la corruption qu'on avait au temps du général Lansana Conté. Donc aujourd'hui encore, si cette corruption généralisée n'est pas combattue, il faut oublier tout décollage économique de la Guinée dans les années à venir. Ce n'est pas possible. Donc, d'où toute la portée de cette transition. Oui, pourquoi ce n'est pas possible? Parce que les flux financiers qui doivent permettre le financement donc, des investissements publics ne viennent plus dans les caisses de l'État. Donc ce n'est pas possible de faire des routes, ce n'est pas possible de faire des hôpitaux, des bonnes écoles, etc. C'est une vue de l'esprit. Parce que ce sont ces ressources qui sont captées souvent à la source. Voilà ce qui se passe. Donc c'est très différent de la chasse aux sorcières. D'ailleurs, l'audit et chasse aux sorcières sont antinomiques. La chasse aux sorcières consiste à attaquer quelqu'un parce qu'on a des griefs contre la personne. Mais dès qu'il y a audit, ça veut dire que ça doit être documenté. Ce sont des preuves. Et d'ailleurs, je l'ai dit il y a 10 ans, je le redis encore, on n'audite jamais une personne en réalité. On audite les flux financiers. Les flux financiers peuvent aboutir à une personne donnée. Alors, ça me permet, si on dit pourquoi il faut faire l'audit, ça me permet de répondre à la question comment faire l'audit. Très bien. Et de répondre à la question d'Akumba sur les obligations contractuelles. Ouais. Permettez-moi encore une fois de simplifier pour que tout le monde comprenne. Tout à fait. D'abord, l'audit, c'est la police financière. Qu'il ne faut pas confondre avec l'idée de justice. Là, c'est pour un peu tout le monde parce que les gens disent ouais, il faut qu'on ait la justice pour combattre la corruption. Non, ce n'est pas suffisant. C'est comme le voleur. Il y a la police qui arrête le voleur et quand le voleur est arrêté, c'est en ce moment que le voleur passe en justice. Il y a les deux étapes. Oui. Bon, voilà. Donc, la police dans le domaine financier, c'est ce qu'on appelle l'audit. Donc ça vient avant la justice.
le juge ne peut pas aller comme ça juger quelqu'un. Il faut d'abord une police financière qu'on appelle l'audit, qui est l'étape première. Et quand on a les résultats de cet audit, c'est ça qui est envoyé au niveau de la justice. C'est une distinction importante. Très parce bien. que j'entends souvent même les autorités dire on a tout ramené à la justice. Non. Pour envoyer à la justice, il faut d'abord faire la police financière, c'est-à-dire les audits. Et ce sont L'état des lieux. Voilà. Et ce sont ces résultats qui vont au niveau de la justice. De la justice. Comment il se décline alors l'audit? Ou alors, je disais, pour simplifier, nous avons 3 axes. Comment le faire? 3 axes. Premièrement, l'argent public qui devait rentrer et qui n'est pas rentré. Les prévisions. L'argent public qui doit rentrer dans les caisses de l'État et qui n'est pas rentré. Donc, ça renvoie au problème des taxes. Ça renvoie au problème des mines. Où tout ce que la Guinée devait avoir, la Guinée ne l'a pas. Ça, c'est le premier axe des audits. Deuxième axe, c'est l'argent qui est dépensé, mais qui est mal dépensé. C'est-à-dire, vous avez sorti beaucoup d'argent pour faire des écoles, il n'y a pas eu d'école. Vous avez sorti d'argent pour faire des routes, il n'y a pas eu de routes ou des mauvaises routes. Donc, de l'argent détourné. Voilà. Ça, c'est la chaîne de dépenses qu'on cherche là. Ça, c'est deuxième chose. Bien. Troisième chose, c'est l'argent que l'on prend pour donner à des entités publiques et qui sont dilapidées. Genre Naval, genre Anaïm. Les subventions de l'État. Voilà. On donne de l'argent à une entreprise où cet argent est parti, on essaie de justifier. Voilà les 3 axes. Donc c'est très simple. L'argent que la Guinée devrait avoir et qu'on n'a pas, ça renvoie tout le problème que le scandale dont j'ai parlé tout à l'heure, le scandale minier de la Guinée, un pays riche et pauvre. Oui. La Guinée exporte, au temps du professeur Alpha Condé, on est passé de 20 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de bauxite. De bauxite. D'accord? Où est parti l'argent de cette bauxite? Voilà la question qui est posée. Ah, c'est une question majeure. Et ça. c'est là que je rejoins Akoumba. Il a raison. On n'a même pas besoin de revoir les accords. Non, on n'en a pas besoin. Les obligations contractuelles qui existent, voilà, la convention que nous avons, on ne la dérange pas. Mais telle entreprise, vous avez fait 10 millions de tonnes de bauxite, voilà, d'après la convention, ce que l'État devrait avoir. Monsieur l'entrepreneur, où vous avez versé ça sur le compte de l'État depuis tel nombre d'années? C'est très simple. Oui. Alors, c'est à l'entreprise de dire, voilà les taxes que nous avons calculées d'après notre convention, voilà où j'ai versé. Est-ce que vous avez versé au Trésor? Est-ce que vous avez versé à des ministres, à des directeurs, à des fonctionnaires de tierce personne? C'est à vous de justifier. Donc là, on est allé derrière personne. On est allé derrière la production de bauxite et les recettes qui découlent de cette production d'après la convention, sans toucher à la convention. Donc là, on peut savoir où est parti l'argent. Si X a pris l'argent, vous n'allez pas dire non, on est allé contre X. Non, on a suivi le flux financier qui a abouti à X qui a récupéré cet argent au lieu que ce soit versé au Trésor. Voilà un exemple. Donc les mines sont dans ce cas-là. Bien. Pas les mines seulement, il y a beaucoup de recettes, les recettes du carburant. Effectivement. Dans la structure des prix, où quand vous payez 1 litre de carburant, où va l'argent? Voilà, donc tout ça, c'est... Il y a les différents contrats au port voilà, c'est des audits. Bolloré et exactement. Bayrak. Tout ce qui devrait rentrer, ce qu'on doit verser à l'État de la part de port, où est-ce que c'est parti? Donc vous avez ce schéma-là. Deuxièmement, on a sorti beaucoup d'argent sur la chaîne des dépenses pour faire des routes, par exemple, pour faire des écoles, des hôpitaux. Pour faire des hôpitaux. On regarde l'utilisation de cette les chantiers du cinquantenaire. Voilà. Effectivement, oui, justement. Mais aussi les festivités tournantes. Exactement. De l'indépendance. Je parle de... On appelle ça un peu cinquantenaire. Troisièmement, oui. l'État a donné beaucoup d'argent dans le cadre de l'ANIES, dans le cadre de la lutte contre le choléra ou le Covid-19, etc. Dans le cadre... Le Covid-Gate. Voilà. Où est parti l'argent que l'État a donné, justifié? Voilà les 3 axes des audits. Ce n'est pas du tout une affaire de personne. C'est une affaire des flux financiers à suivre. Ces flux financiers vont aboutir sur des personnes spécifiques. C'est à ces personnes de dire où est parti l'argent public. Alors, je dis que si ce n'est pas fait, la Guinée n'a aucune chance. Pourquoi? De se développer. Parce que l'argent qui rentre, d'abord, on est dans le cadre de la transition.
ce que d'autres ne savent pas, c'est que la transition ne gagne pas d'argent. Il y aura très peu d'argent des bailleurs de fonds, il faut le savoir. Parce que la Guinée sera suspendue, non pas à cause de notre gestion de la transition, mais parce que c'est la règle internationale. Vous êtes là juste pour 2 ans, au maximum 3 ans, et les bailleurs de fonds vont vous dire attendez que l'on voit clair, attendez qu'on sorte de ceci. Donc généralement, les transitions n'ont pas d'argent. Donc il faut récupérer cet argent très rapidement, n'est-ce pas, pour que la transition puisse financer son programme d'action prioritaire, comme ça a été dégagé lors de la retraite, par exemple. De Kalia. Donc on sort avec un programme, ce programme il va falloir le financer, donc il faut cela. En plus, si ce n'est pas fait, les montants qui sont détournés sont tellement importants que la Guinée n'a aucune chance de faire son décollage économique. Lorsqu'on parle de 200 milliards, par exemple, qu'une seule personne a pu prendre, hein, ça fait 20 millions d'euros. Alors, 20 millions de... On parle même de 64 millions de dollars. Alors, avec 64 millions de dollars, vous allez créer plusieurs compagnies aériennes. La Guinée a été incapable d'avoir un seul avion depuis 10 ans, 11 ans. Avec ce montant, vous pouvez faire des universités dans toutes les capitales régionales de ce pays. Ou encore, alors que nos étudiants sont en surnombre dans les salles de classe. Voilà. Toutes ces questions, on se les pose. Il y a beaucoup de questions. Moi j'ai une autre question. Bien. Il ne reste plus que 5 minutes avec docteur. Voilà, d'où la nécessité d'élargir les On aurait tellement aimé continuer. Autant lancer la on a un autre invité. Mais docteur, enfin, une question s'il vous plaît. Moi j'aimerais que par rapport à docteur prenne ces 5 minutes pour vraiment voilà, justement dérouler sa vision de la Guinée. Permettez-moi que moi je pose cette question, elle me semble très importante justement. Tout ce que vous avez décliné là, j'ai envie de savoir. Le processus d'audit qu'il va falloir faire, il faut le référer à quel calendrier? Est-ce que cela peut se faire en 2 ans, notamment le temps de la transition, ou 3 ans? Ou est-ce qu'on peut en faire une partie et ne pas pouvoir faire le tout? Et l'autre question, l'autre partie de la question, c'est toutes ces entités qui existent déjà sur les questions de corruption, mais aussi d'audit. Comment est-ce qu'il faut faire pour harmoniser leur action et les adosser à l'action de l'organe dont a parlé tout à l'heure Aboubacar, de moralisation de la gestion publique. Voilà, pour ne pas que l'action ne soit dispersée. Et j'adosse à cela deux questions de Paul Moussa Diawara. La SAC doit revenir dans le portefeuille de l'État. Pourquoi Ashanti Gold est une propriété de l'État ghanéen? Question de Paul Moussa Diawara. Allez, docteur. Des passages, Moussa Daraba, un de vos anciens étudiants, qui salue votre intervention. Cette interview du docteur Ousmane Kaba, j'ai l'impression formidable et classique. J'ai l'impression d'être en classe, une tête couronnée dont le pays a besoin. Merci de hisser si haut le niveau du débat. Écoutez, moi, ce qui m'a toujours frappé en Guinée, je vais être franc avec vous, c'est le manque de patriotisme en Guinée dans la politique économique. La Guinée est un pays où il n'y a aucun patriotisme dans la politique économique. Expression chère à Touré aussi, l'ancien DG de la CBG. Kimoko Touré. C'est un concept nouveau, ça, le patriotisme économique. Le patriotisme économique a complètement disparu. Parce que le patriotisme tout court n'existe pas en Guinée. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est, docteur? Voilà, ce que c'est que le patriotisme économique, c'est de défendre l'intérêt du Guinéen dans la gestion économique de ce pays. C'est concret. L'État fait des marchés publics. Au lieu de donner ces marchés publics à des Sénégalais, à des Rwandais ou à des Togolais, on essaie de les donner aux Guinéens. Lorsqu'on a des entreprises qui sont dans des domaines comme l'or, dans un pays qui exploite l'or depuis plus de 1000 ans, que l'État soit intéressé à cela, que les Guinéens soient associés. Lorsque les entreprises étrangères viennent, de prendre une partie du capital, de l'obliger à ce que cette partie du capital appartienne aux Guinéens. Voilà ce que c'est que le patriotisme économique. Donc c'est des choses concrètes. Regardez dans ce pays, toutes les banques appartiennent à des étrangers. Les Guinéens n'ont aucune banque ici. C'est extraordinaire. Vous avez 3 banques nigérianes. Du Nigeria, il y a au moins 3 banques. Vous avez 2 banques de Mauritanie. Il y en a aussi vous avez au Cameroun, 2 banques du Burkina. D'ailleurs, on vient de vendre la dernière banque Bissigi au Burkina. Au Burkina, alors qu'on avait la possibilité de vendre aux Guinéens. Vous avez des banques appartenant à des Camerounais, des Togolais, des Camerounais. Mais aucune banque n'appartient à des Guinéens en Guinée.
Voilà un exemple type du manque de patriotisme de la classe dirigeante de Et ce la pays. BNIG, C'est extraordinaire. Les Camerounais le Hein? détruisent. Et Bien. les Guinéens ne sont même pas choqués. Et tout le monde trouve normal qu'on donne du travail à des non-Guinéens, qu'on utilise nos ressources pour des non-Guinéens. Et c'est nous qui votons pour les mettre dans cette position. On donne des routes au Burkinabé et Boumaf. Ouais, bien C'est sûr. passé. Et qui vient Alors- après nous réclamer 20 millions de dollars. Voilà. Donc, nous avons vraiment besoin que les Guinéens se ressaisissent. Que les Guinéens vraiment essaient d'avoir une classe dirigeante qui aime la Guinée. C'est tellement important. Sinon, nos enfants n'auront jamais du boulot. Et ça me permet d'enclencher la dernière question. Oui. On a parlé de pourquoi faire les audits, comment faire les audits, quels sont les résultats. Parce que ça, il faut lier à la vie pratique. Lorsque l'État combat l'impunité, la délinquance financière, l'État va avoir beaucoup de ressources qui vont permettre de faire des routes, qui vont permettre de faire des écoles, de qualifier ces écoles, de mieux payer les enseignants, n'est-ce pas? Qui vont permettre d'avoir un bon système de santé, qui vont permettre d'équiper la police, d'équiper la gendarmerie, D'avoir des infrastructures et judiciaires. d'équiper l'armée, Ouais, parce qu'on n'a qui pas de va avoir tribunaux. des bons juges. Et donc l'État va faire des investissements. Tous ces investissements vont aboutir à la création de beaucoup d'entreprises et de beaucoup d'emplois pour les jeunes de Guinée. Il faut savoir que tout ceci est lié au chômage des jeunes. Moi, je suis un éducateur, j'ai toujours mal au cœur lorsque je sors des milliers d'étudiants qui ne trouvent plus d'emploi à ces temps-ci. Alors je me dis que mon travail d'éducateur ne s'arrête pas à l'éducation. Il faut que j'ai les pouvoirs politiques pour changer ce pays, merde, pour que mes enfants puissent travailler. Pourquoi pas? Voilà pourquoi moi je fais de la politique. Bien. Ça me révolte. Bien. Belle conclusion. Belle conclusion, franchement, et c'est là-dessus, franchement, que voilà, la jeunesse est à l'écoute de vos discours et franchement, et la jeunesse aussi croit en ce que vous présentez comme programme. Grand merci à vous, docteur. Merci d'avoir pris la parole de nouveau encore ce matin sur cette antenne. On a compris cette révolte, hein, cette pointe de révolte à la fin. Ouais, cette révolte patriotique hein, contre vraiment le chômage massif qui frappe la jeunesse guinéenne. Grand merci à vous, docteur. Merci pour toute l'expertise servie ce mercredi sur notre antenne.